Bonjour, il ne vous a pas échappé que la France sera en 2022 le théâtre d'un très grand événement qui n'est pas celui auquel vous pensez spontanément, mais qui est tout simplement le centenaire de la mort de Marcel Proust, mort en 1922. Innombrables seront tout au long de l'année les livres, les articles, les conférences, les colloques, les numéros spéciaux consacrés à l'auteur de La Recherche du temps perdu. Nous avons pour notre part choisi de resserrer la focale sur Proust et son monde, sa société et sa part juive, Acadème oblige. Pour en parler avec nous, deux universitaires, tous deux éminents proustiens, Jean-Yves Thadier, qui a consacré plus d'un demi-siècle de recherche, de travaux, d'études à l'homme, il a même écrit sa biographie, mais surtout à l'œuvre, puisqu'il a été l'éditeur notamment de La Recherche du temps perdu, dans la collection de la Pléiade, et qu'il publie ces jours-ci, Proust et la société, chez Gallimard. Et puis Antoine Compagnon, professeur émérite de littérature française au Collège de France, où il avait notamment consacré une série de cours à l'œuvre de Proust et qui a mis à profit le confinement dû au Covid pour se lancer dans une longue recherche sur la réception de l'œuvre de Proust dans les milieux israélites et sionistes dans les années 20. Vous venez, Antoine Compagnon, de publier Proust du côté juif, également chez Gallimard, au sein de la Bibliothèque des Histoires, dirigée par Pierre Nora. Messieurs, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Eh bien d'abord, comment, selon vous, Marcel Proust était-il perçu en son temps, donc dans les années 10 et 20 ? Quelle sorte de Français était-il, Jean-Yves Thadier, selon vous ? C'est un homme qui a soutenu la cause de Dreyfus. C'est un homme qui n'était pas belliciste du tout. Il était patriote, mais il n'était pas chauvin. Et même, par la voix on s'apercevra plus tard, par la voix d'un de ses personnages, le baron de Charlus, il critique vivement la guerre. Et il a pris position fermement contre un mouvement qui n'a rien perdu de sa nocivité, qu'on appelait à l'époque le parti d'intelligence. En gros, ce sont des intellectuels de droite et d'extrême droite, partiellement de l'inspiration de l'Action française, qui créent un mouvement pour l'intelligence française. Et Proust marque bien que l'intelligence n'est ni française ni pas française, que l'intelligence est universelle et que jamais il ne signera un tel livre. Et il se heurte à ce moment-là, pas pour la première fois d'ailleurs, à quelqu'un qui nous est connu par ailleurs et parfois cher, c'est Daniel Halévy, qui au contraire est un des signataires de ce manifeste. Donc les gens avertis auront cette vision, un grand romancier qui rénove les choses. Un bourgeois. Oui, un bourgeois, mais enfin très peu d'auteurs à cette époque-là ne sont pas bourgeois. Il y a Henri Poulaille, et puis il y a ceux qui se veulent en effet adversaires de l'élite et partisans du peuple, c'est Romain Rolland. Est-ce que ce portrait de Proust vous sied, Antoine Compagnon, ou est-ce qu'il manque quelque chose ? Non, il me convient. Proust est un conservateur socialement. Il appartient à une bourgeoisie de l'ouest parisien, de la plaine Monceau. Il a toujours habité dans la rive droite. C'est l'une des raisons pour lesquelles la NRF ne l'a pas publié en 1912-13, c'est parce que la NRF était rive gauche et il y avait cette grande opposition. Le lycée Condorcet, il a été formé au lycée Condorcet, c'est son alma mater. Le lycée Condorcet, c'était un lycée de la bourgeoisie du 8e arrondissement. Et donc, Proust, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup voté. J'avais un jour, on est en période d'élection, on peut s'intéresser à ça. Proust accomplit son devoir électoral quand le candidat est Joseph Reynac, si mes souvenirs sont bons, mais sinon il ne vote pas beaucoup et l'abstention était assez fréquente dans les milieux intellectuels à cette époque-là. Il a tout de même 3 engagements politiques notoires, l'affaire Dreyfus, évidemment, bien entendu, la séparation de l'Église et de l'État, et puis et la guerre, la guerre de 14. La guerre, le patriotisme de la guerre de 14. Alors l'affaire Dreyfus, il faut préciser que l'affaire Dreyfus a divisé la famille, puisque Madame Proust et ses 2 fils étaient dreyfusistes,
que Marcel et son frère Robert ont signé une pétition dès le lendemain de J'accuse dans l'Aurore, et que le père, le docteur Adrien Proust, était probablement légitimiste ou loyaliste, et donc sans être anti-Dreyfusard ne mettait pas en cause la légitimité de la décision qui avait été prise. Proust a été enthousiaste. Il a été, si on veut dire que Dreyfusard c'est une hyperbole, il a été enthousiaste puisqu'il a suivi le procès de Zola comme un reporter en 1898 et que le procès de Zola a une importance considérable dans Jean Santeuil, dans son premier manuscrit de roman. Alors que dans La recherche du temps perdu, la perspective sur l'affaire Dreyfus est très différente. Donc il a été un dreyfusiste ou dreyfusard très engagé. On ne peut pas oublier que dans la libre parole, son nom figure sur une petite liste de ceux qui sont appelés les Dreyfus intellectuels, et il est peu probable que l'apparition du nom de son fils dans cette liste ait beaucoup plu au docteur Proust à l'époque. Donc de ce point de vue-là, c'est l'une des premières fois que son nom apparaît dans la presse. De manière négative. De manière négative. De manière négative et dans une liste d'intellectuels juifs. C'est bien comme ça qu'il est, d'une certaine façon, perçu par des antisémites. Absolument. Mais cette judéité n'est jamais mentionnée jusqu'à sa mort, à l'exception de ces quelques occurrences dans la libre parole au moment de l'affaire Dreyfus. Il y en a d'autres, il n'y a pas que celle-là, et son nom apparaît plusieurs fois dans la libre parole. Alors, dans votre livre, Jean-Yves Tadier, évidemment, il y a différents chapitres sur le peuple, sur la sociologie, pour montrer que Proust, c'est autre chose que, comme avait dit Gide, des histoires de duchesse, dans sa première réaction, corrigée par la suite. Mais la place de la judéité ou du milieu juif chez Proust est assez réduite. Est-ce que pour vous, parce que dans votre biographie, si je me souviens bien, vous disiez que la part juive chez Proust n'a pas d'importance par rapport à son œuvre, qu'il n'y a pas d'influence. Dans ma biographie, si je me souviens bien, je viens de la corriger parce que je ne vois pas une nouvelle édition, j'ai étudié l'ascension sociale des Juifs de France depuis le Second Empire, en gros, à partir des ouvrages que j'avais à l'époque à ma disposition, et pour montrer, ce que tout le monde sait, bien entendu, ce que je ne reviendrai pas maintenant, je pense pas du tout que le fait d'avoir des ancêtres juifs n'ait pas joué un rôle important. Au contraire, on aura l'occasion. Je pense pas non plus que Proust ne parlait pas des Juifs. Dans La recherche du temps perdu, la création de personnages juifs est très importante. C'est essentiellement la famille Bloch. Et puis, accessoirement, Swann. C'est même pas accessoire, c'est également aussi important. C'est un autre type de juif. Nissim Bernard fait partie de la famille Bloch, c'est l'oncle. Et à partir de là, bien sûr, nous touchons à un certain nombre de noms connus de la société française. Il avait des relations très importantes dans les milieux juifs, et dans toutes les couches de la société juive. C'est un point sur lequel il faut en revenir, parce que les distinctions sociales sont très importantes. Pour autant, alors, à partir de là, je crois que Proust est d'abord un romancier des groupes sociaux. C'est la thèse que je défends. C'est le sociologue. Oui. Alors, et en cela, les Juifs peuvent être, à partir du moment où on choisit de les isoler comme objet d'étude, un groupe social aussi, ou un groupe divisé en plusieurs couches sociales. Mais, alors, et on sera amené à partir de là, soulever un certain nombre de questions, bien sûr. Comment Proust en parle-t-il? Comment les connaît-il? C'est un sujet qu'on va retrouver, parce que je vais publier chez Gallimard, en tant qu'éditeur, les lettres inédites de Proust à Horace Finali. C'était des modèles de Bloch, et c'était une correspondance tout à fait passionnante. Finali était un personnage de banquier, le seul banquier de gauche
de l'entre-deux-guerres, le banquier du cartel des gauches, en 24, et l'ami Léon Blum, le banquier du Front populaire. Mais dès 31, d'ailleurs, il a des ennuis dans sa banque pour ses opinions politiques. Mais c'est un homme extraordinairement puissant dans la finance internationale, et d'ailleurs un personnage absolument passionnant. Alors, donc, à partir de là, je ne pense pas que Proust ignorait les Juifs. Il en parle beaucoup plus que beaucoup d'autres romanciers, d'une toute autre façon d'ailleurs, d'une façon complexe du reste, et d'une façon qu'on ne peut pas juger de manière anachronique non plus, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais ça n'apparaît pas dans votre livre. Alors je vais vous dire tout de suite pourquoi. Pourquoi ? C'est que moi je suis né en 1936, et que j'ai été enfant pendant la guerre. À partir de ce moment, j'ai dû me cacher. Et pour moi, le fait de dire de quelqu'un qu'il est juif, ça évoque évidemment Vichy, l'étoile jaune, l'antisémitisme du collège où j'ai vécu après la guerre, c'est-à-dire les jésuites, pour pas les nommer, mes camarades qui me disaient tu as l'air juif, c'est-à-dire, etc. Donc je crois que dans mon inconscient, ça a joué. Il m'était très difficile de faire un chapitre sur cette question. Ça m'était en quelque sorte presque, je dirais, douloureux. En fait, je suis exactement comme Proust, je suis dans son cas. Est-ce que pour vous, Proust était juif ? Il était perçu forcément comme juif et par les antisémites et par les juifs. Rappelons quand même juste que son arrière-grand-père s'appelait du côté maternel Baruch Weil. Baruch Weil, qu'il était vice-président du consistoire de Paris, qu'il était président du comité de bienfaisance du consistoire, que c'est son arrière-grand-père qui a réuni le tour de table pour la construction de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth. Donc c'est un arrière-grand-père, Weil, qui était originaire de la région de Francfort, qui était porcelainier. Qui était originaire d'Alsace. D'Alsace, porcelainier, qui a fait fortune. Baruch Weil est né vers 1780, il est mort en 1828. C'est une grande personnalité de la communauté juive parisienne. C'est vraiment l'un des membres fondateurs de la communauté juive parisienne. Il est membre du premier comité de bienfaisance du consistoire, du comité des écoles. Ces deux activités à Paris, ce sont les écoles et la bienfaisance, c'est-à-dire les deux activités principales de la communauté juive. La construction de la synagogue, c'est un moment capital. Le fils de cet homme va perpétuer cela, et même Jeanne Weil, la mère de Proust, a conservé quelque chose de ça, tout en épousant un non-juif. La mère de Proust ne s'est pas convertie en épousant le docteur Adrien Proust, et à son décès en 1905, ses fils, Marcel et Robert, ont fait venir un rabbin envoyé par le consistoire. Donc elle a eu des obsèques, la mère de Proust a eu des obsèques selon la tradition, conforme à la tradition juive, lors de son enterrement, et chez elle, et au cimetière du Père-Lachaise. Mais selon vous deux, est-ce que Proust se sentait juif ? Alors, si on croit ce qu'il dit, il dit non. Il y a deux lettres là-dessus. Bon. Il dit ma mère est juive, mais moi je ne suis pas juif. Il se référant au fait qu'il avait été baptisé et il avait fait sa première communion à Saint-Louis-d'Antin, paroisse de son domicile. Il n'en dit pas plus. Mais les autres, comme Antoine le disait aussi, les autres se gênaient pas pour le dire. Non, mais je parle de son sentiment à lui. Moi, je suis pas tout à fait sur la même position que Jean-Yves. Moi, je dis ce qu'il écrit, je ne dis pas ce qu'il sentait. Oui, mais la phrase qui est toujours citée, pour dire qu'il ne se sent pas juif, il faut la citer littéralement parce qu'elle est très importante. Il dit la libre parole avait dit qu'un certain nombre de jeunes juifs, entre lesquels Monsieur Marcel Proust, etc. Donc c'est le passage auquel je faisais allusion tout à l'heure, 1898, cette liste des Dreyfus intellectuels, Onicée Barès. Pour rectifier, il aurait fallu dire que je n'étais pas juif et je ne le voulais pas. Proust écrit ça en 1905 à Robert Dreyfus dans un tout autre contexte de polémique avec Barès, et en vérité, il ne le pouvait pas.
il ne pouvait pas écrire, il n'y avait pas de droit de réponse dans la libre parole où il aurait dit je ne suis pas juif. Il aurait pu le faire ailleurs, il a eu l'occasion, mais est-ce que ce n'est pas plutôt, là on ne retrouve pas le personnage de Swann, c'est-à-dire une solidarité qu'il exprime dans l'affaire Dreyfus et Swann. Oui. Alors, il y a aussi la lettre à Robert de Montesquieu, que je sais qu'on connaissait d'un Parisien, où Montesquieu a tenu des propos antisémites dans un salon, et Proust, de retour chez lui, a dit « J'ai pas voulu vous démentir publiquement, mais je dois vous dire que si je ne suis pas juif, ma mère est juive, je ne tolère pas ce genre de propos, nous pouvons en discuter en privé, mais certainement pas en public, etc. » Donc, c'est une deuxième affirmation. Je ne veux pas dire par là que ce soit entièrement vrai. Oui. Je cite, comme Antoine d'ailleurs, deux propos. Ce sont les deux seuls. Voilà. Ce sont les deux seuls. Et les deux peuvent être lus, à mon sens, et ont été lus à l'époque, comme des expressions de solidarité. C'est-à-dire, lorsque la lettre en question à Robert Dreyfus est publiée en 1926, dans les souvenirs de Robert Dreyfus, dans mon livre, je cite l'interprétation qui est faite par une jeune journaliste dans les archives israélites qui y voit un témoignage de solidarité. C'est ce qui apparaît dans la recherche aussi. C'est ce qui apparaît dans la recherche. Alors il faut dire aussi, il faut rappeler quelque chose qui est bien connu de tous les historiens et de nous tous, c'est que la communauté juive, au moment de l'apparition de l'affaire Dreyfus, était très embêtée. Et c'est ce qu'on voit chez Swann d'ailleurs. Le fait que, à mon sens, ce n'est pas seulement parce que Proust était par sa mère d'origine juive, qu'il est devenu Dreyfusard. Je suis prêt à soutenir qu'il aurait été, même s'il n'avait pas d'ancêtre juif. Il était dans un milieu qui a été Dreyfusard, puisqu'au salon de Geneviève Strauss, il y avait Joseph Reinach. Donc c'est par ce milieu-là qu'il c'est même là qu'il a entendu pour la première fois. C'était une conférence privée que Geneviève Strauss a organisée dans son salon et où Joseph Reinach a exposé pour la première fois, tardivement d'ailleurs, la situation de Dreyfus. Et donc tout ce milieu-là l'était. Et tous les amis de Proust du lycée Condorcet l'étaient aussi. Oui, donc. Mais son roman montre bien aussi qu'il n'était pas que de ce milieu-là, qu'il a fréquenté d'autres milieux qui, eux, étaient radicalement anti-Dreyfusards. Ah, il a fréquenté, évidemment, alors on cite toujours Léon Daudet, l'intimité qui n'est d'ailleurs pas très intense entre Lucien Daudet plutôt que Léon Daudet. Léon Daudet, qui l'a défendu pour le prix Goncourt en 1919, comment dire, Proust n'est pas dupe, puisque lorsqu'un article est publié dans l'Action française sur son œuvre, il en plaisante. Alors on peut penser que les jeunes gens, il n'était plus un jeune homme à l'époque, ils étaient assez blasés, ils avaient entendu assez de remarques antisémites. Il me semble difficile de soutenir qu'étant à la fois tenu pour juif par les antisémites et par les juifs, Proust ne se fut pas largement considéré comme juif, même si ce n'est pas sa seule identité. Loin de là. Alors il est vrai que pendant longtemps, cette part de l'identité juive dans la recherche du temps perdu a été un petit peu sous-estimée, me semble-t-il, et que c'est pourquoi il est important de l'évaluer, sans dire qu'elle est dominante ou qu'elle est exclusive. Et puis il y a d'autres personnages juifs dans la recherche du temps perdu, à part la famille Bloch. Bien sûr, il y a Rachel Campusanière, et puis il y a un personnage sur lequel vous attirez l'attention dans votre livre Proust à la société, c'est Sir Rufus Israels, qui est inspiré en partie d'Alphonse de Rothschild et en partie d'un Alors selon moi, c'est inspiré, en tout cas du patronyme et de beaucoup d'autres choses, on n'avait jamais parlé, à mon avis, de Sir Rufus Isaacs. Vous voyez tout de suite comment c'est pas difficile de passer d'Isaac à Israël. Ce Rufus Isaacs, qui était prédominant de la politique britannique et qui était ministre des Finances pendant très longtemps sous Édouard VII, et on avait beaucoup parlé parce qu'il a été compromis dans un gigantesque scandale d'indicier
Depuis, on a vu d'autres. Il a fait une fortune énorme en vendant les titres pour une affaire. Peu importe, son frère était compromis dans une affaire. Il a vendu ses titres. C'est un schéma qu'on connaît. Mais ça n'a pas empêché ensuite d'être vice-roi des Indes. Donc, c'est un personnage illustre pour les Britanniques. Et donc Proust connaissait parfaitement l'histoire, il s'est amusé à en faire un personnage dominant de la haute société. Et comme vous savez, il n'y a jamais une seule clé pour ces personnages. Donc il fusionne des Rothschild et puis il prend son patronyme à Sir Rufus Isaacs. Vous ne vous êtes pas attaché à ce personnage-là dans votre livre? Non, je ne m'y suis pas attaché, mais j'ai pas non plus beaucoup parlé de la finance juive dans ce livre. Sinon, à propos du père de Robert Dreyfus, sur qui j'ai fait un certain nombre de recherches qui étaient assez surprenantes. Alors, Antoine Compagnon, dans votre livre, ce qui est original, bon, outre la profusion de détails, de revues, etc., parce que vous avez voulu montrer quelle était la réception des milieux juifs, israélites et sionistes, ce qui est très important et très distinct, dans les années 20 par rapport à la personne de Proust, mais aussi, surtout par rapport à l'œuvre. Donc des gens comme Speer, comme Albert Cohen et beaucoup d'autres. Mais tout est parti donc d'une anecdote. C'est quand même quelques lignes qui vous ont frappé sans que vous sachiez, sans qu'on sache à l'époque à qui il s'adressait, à quel moment même. C'était très mystérieux et pourtant c'était repris de livre en livre. Est-ce que vous vous souvenez de ces quelques lignes? Prenons-les dans mon livre parce que il faut les lire telles qu'elles sont. Ça faisait des années que cette phrase me tracassait. Il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne puis me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. Cette phrase, elle est dans tous les livres sur Proust, mais personne n'en donne la source, puisque la source était inconnue. Et bon, ça faisait des années que je la cherchais, que j'interrogeais les gens, que puis finalement je me suis décidé à enquêter. Et au bout de l'enquête, j'ai trouvé non seulement la lettre, mais la date, mais le manuscrit d'André Speer, dans lequel cette citation figure et qui est l'origine de cette phrase. Puisque la phrase, elle figure, bon, après beaucoup de voyages, on la trouve dans la nécrologie que André Speer a publiée en mai 1923 dans la Jewish Chronicle à Londres. Donc ce qui est drôle quand même aussi, c'est que cette phrase a d'abord été publiée en anglais. Sa première occurrence, c'est en anglais. Et ça montre les liens qu'André Speer avait avec le sionisme mondial, puisque la Jewish Chronicle était une revue du sionisme à Londres, et qu'on y publiait une nécrologie de Proust. Alors, pour Proust, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi? Un attachement particulier, un rituel, à des origines? Alors, de la part de son grand-père, bon, ça veut dire que Proust allait régulièrement au Père-Lachaise. Au Père-Lachaise, avec son grand-père, Nathé Weil, sans doute à l'occasion des fêtes juives, et que sans doute il a récité avec son grand-père un Kaddish. Pas de raison de ne pas le penser, et que sans doute il a porté une kippa lorsqu'il allait au cimetière le jour des fêtes juives. Ce qui est totalement exclu de la recherche du temps perdu et de la correspondance. En tout cas, son grand-père allait sur la tombe de son père et de sa mère avec l'enfant Proust. Son grand-père est mort en 1897, donc Proust avait déjà était un adulte, avait 26 ans. Il a fréquenté ce grand-père pendant longtemps. Et à cette époque, pardon de vous interrompre, le carré juif du Père-Lachaise avait été supprimé. Il était encore entouré de murs lorsque Proust était enfant. Il était dans un enclos, puis il a été supprimé. En 1881. Et vous dites dans votre livre que c'était le symbole, l'allégorie de l'assimilation. Oui, c'est l'une des premières lois laïques de la République française. Suppression des murs dans les cimetières par confession. Il y avait donc un carré juif au Père-Lachaise depuis l'apparition du consistoire, depuis la création du consistoire. Et ce carré juif, si vous allez au Père-Lachaise, vous voyez encore la trace de ces murs.
le consistoire était très opposé à la destruction de ces murs. Ils voulaient conserver leur carré au Père-Lachaise. Donc quand Proust est allé enfant, quand il était un petit enfant, puisqu'en 1881 il avait 10 ans, quand il est allé au Père-Lachaise, cet enclos était cerné de murs. Et le caveau familial est un caveau important, puisqu'il est parmi les plus anciens de cet enclos juif du Père-Lachaise. Il est parmi ceux des grandes familles, puisque c'était une de ces grandes familles de la communauté juive parisienne sous la monarchie, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet. Et ayant enquêté, j'ai trouvé que dans ce caveau, il y avait 13 membres de la famille, ce qui est beaucoup, et que, au fond, ça montre que c'est une famille qui restait très solidaire. Ça restait une famille très unie. L'une des trouvaille étonnante aussi, c'était que le grand-père de Proust, Nathanaël, qui est l'aîné du second lit, puisqu'il y a 13 enfants de Baruch-Weil. Non seulement il s'est enrichi très rapidement, mais avec 2 femmes, il a fait 13 enfants. Le grand-père de Proust est l'aîné du second lit. J'ai découvert qu'il était le pivot de la famille, le pilier de la famille, puisque c'est lui qui signe tous les actes de décès et tous les actes de mariage de ses frères et sœurs, de ses neveux et nièces. Et là aussi, c'est un fait que Proust ne pouvait pas ignorer, puisqu'il était très lié à sa mère et que sa mère restait très liée à son père. Son grand-père allait à la mairie du 9e ou du 10e régulièrement pour tous ces actes d'état civil. Alors, il y a eu, vous le savez mieux que quiconque, dans la bibliographie proustienne, énormément de livres sur le juif Proust, ou surtout le demi-juif Proust, appelé demi-juif de manière un peu bizarre à chaque fois, mais à chaque fois avec une analogie à Montaigne, lui-même aussi présenté comme demi-juif. Est-ce que ça ne vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas, non, rien ne m'étonne d'ailleurs. Est-ce que c'est pertinent? Alors, pour Montaigne, je ne sais pas si... Pour Montaigne, ça n'est pas avéré pour Montaigne. Mais là, c'est ça. C'est-à-dire que c'était assez amusant. Ça montre même, d'ailleurs, les limites de l'explication par les origines. C'est-à-dire qu'on a fondé, dans certains commentaires de Montaigne, y compris sous la plume d'André Monroy, l'idée que ses ancêtres juifs du côté maternel expliquaient ceci, cela. Et puis si tout à coup, ce qu'on a expliqué pour origine d'une grand-mère qui était en réalité catholique ou je ne sais pas quoi, eh bien, tout s'effondre. Oui. Et ça montre le ridicule de l'explication par les origines ethniques ou religieuses, à mes yeux. Ça a été même loin, puisque Céline, bien sûr, mais d'autres que Céline, expliquaient que la structure de la recherche du temps perdu lui venait de la lecture du Talmud, qui était donc... Oui, mais ça a été beau, c'était des poncifs, un poncif en effet de ce type de critique, oui. Bien entendu. Alors, la comparaison avec Montaigne est très intéressante, puisqu'elle était faite du vivant de Proust. Elle a été faite très tôt, on la voit apparaître à partir de 1905-1906 avec la préface de Sésame et l'hélice. Dans plusieurs articles, à propos de l'article sur la lecture, qui est la préface de Sésame et l'hélice, ça apparaît dans la presse. Et je me suis rendu compte qu'au fond, c'était à l'époque où c'était un lieu commun de considérer que Montaigne était demi-juif, c'était une manière de faire allusion à la judéité de Proust. Je n'y avais pas du tout pensé avant, mais on ne disait pas Proust est juif, mais on disait Proust ressemble à Montaigne. Et par exemple, c'est ce qui apparaît sous la plume de Gide. Lorsque Gide fait la comparaison entre Proust et Montaigne, en privé, dans le journal de la Petite Dame, on voit que le même jour, il dit explicitement que c'est la judéité qui explique cette analogie. Alors, il y a d'autres analogies qui ont aussi fait couler beaucoup d'encre et provoquer des malentendus comme celui-ci. Je pense notamment à ce passage dans Sodome et Gomorrhe sur la race maudite, associant et amalgamant juifs et homosexuels dans une même réprobation et une même clandestinité, enfin un certain nombre de points communs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que Proust c'est quelqu'un qui fondamentalement n'aime pas qu'on opprime. Il prend la défense des opprimés. Et il y a, à ses yeux, au moment où il écrit Sodome et Gomorrhe, qui est un texte admirable,
Il y a dedans, il y a la plus longue phrase à la Charlotte perdue, il y a une page et demie, et c'est celle qui montre les persécutions subies par les homosexuels et par les juifs. Et donc, une phrase extraordinaire, on doit faire apprendre par cœur à l'école d'ailleurs. Eh bien donc, au moment, songeons à l'oppression qui pèse sur les homosexuels encore de son temps, et beaucoup bien longtemps après d'ailleurs. Bien qu'en France l'homosexualité ne soit pas à l'époque un crime, on arrêtait tout de même les gens pour outrage à la pudeur, pour un certain nombre d'autres raisons qui en fait visaient directement l'homosexualité. Donc il y a ça, et il pense aux juifs évidemment comme étant l'autre grande catégorie d'opprimés. Mais dans son œuvre, il y a toutes sortes de figures de l'oppression. Très simple, parfois Françoise et la fille de cuisine qu'elle martyrise, la duchesse de Guermantes et son valet de pied qu'elle prive de sortie le jour, c'est toujours dans les puissants par rapport aux faibles. Il y en a bien d'autres exemples, et finalement, même chez les Verdurin, et là on rejoint la théorie du groupe social chez Proust, il faut un leader, Madame Verdurin, et il faut un bouc émissaire, Sagnette. Sagnette est la figure, c'est une sorte de Dreyfus privé, si je puis dire. C'est un opprimé perpétuel à l'intérieur d'un groupe dont il ne peut pas sortir. Et ça, c'est très profond, c'est très beau. Donc, il y a toutes sortes de figures. Par conséquent, moi, je trouve très belle et finalement très juste. N'oublions pas qu'après tout, l'étoile rose était cousine de l'étoile jaune sous Hitler. Oui. Cette façon de montrer deux groupes opprimés, c'est très touchant. Oui, mais est-ce que c'est pertinent de les associer à ce point? En tout cas, c'est une dissertation à laquelle Proust tenait, puisqu'elle est écrite avant la recherche. Le passage qui s'appelle La race détente, avec cette plus longue phrase, il est dans les premiers brouillons du Contre Sainte-Beuve. Proust ne savait pas où il mettrait cette dissertation, mais il y tenait. Il avait cette théorie qui assimilait race. N'oublions pas qu'il y a trois emplois de la race dans la recherche. À l'époque, le mot race n'a pas la signification et la portée d'aujourd'hui. Là, c'est la race maudite. La première race dans la recherche du temps perdu, c'est les aristocrates. C'est le sang bleu. La deuxième race, c'est les juifs, comparés aux aristocrates, très souvent. Ce sont les deux. Et puis la troisième, c'est la race maudite, la race des invertis. Donc c'est les emplois de la race, c'est ces trois-là. Alors l'analogie à laquelle Proust tenait beaucoup entre les homosexuels et les juifs, elle est aussi confortée par l'affaire d'Oscar Wilde, qui a lieu en 1895 et qui est au cœur de cette dissertation. Et de Limbourg en 1908. Et Limbourg un peu plus tard, en 1908. Mais tout ça est dans l'actualité. Et en effet, comme le dit Jean-Yves Tadier, ce qui les rapproche dans ce passage, c'est l'hostilité sociale, c'est la répression et c'est, d'une certaine façon, la clandestinité. Ce qui nous renvoie à cette figure du maranisme qui a parfois été évoqué à propos de Swann et qui a été évoqué également à propos de Proust. Oui, mais est-ce que vous considérez Swann comme un personnage israélite? Alors Swann a évolué, ne l'oublions pas, et c'est très beau d'ailleurs. C'est d'abord quelqu'un qui... Alors, quand on voit le modèle de Swann, Charlas, de l'aveu de Proust, un des modèles bien sûr, dans le tableau Le Cercle de la rue Royale, on est frappé par le groupe des aristocrates, et puis il y a un personnage isolé. Certes, il est membre de ce cercle, mais il est tout de même en dehors. Il est en dehors, mais oui. Un peu au-dessus. Si l'on veut, oui, bien sûr, mais tout de même en dehors, sur une marche. Et le regard un peu perdu. Oui. Donc, Swann est d'abord quelqu'un qui est pas Dreyfusard, finalement, qui se détache, et puis qui peu à peu, Proust le dit très nettement et très fermement, devant les persécutions subies par ses je sais pas quel mot il emploie, co-religionnaire. Oui, je sais plus quel mot il emploie, se rattache finalement à la cause de Dreyfus. Il évolue et à la fin, il meurt presque comme un prophète. Enfin, il retrouve toutes ses origines juives. Mais justement, dans la thèse de ceux qui défendent une influence juive
sur l'œuvre de Proust, ils disent justement, chez Swann, on retrouve l'endurance, la résistance à la maladie, comme si c'était des qualités spécifiquement juives. Je cite cette phrase, je crois, en épigraphe, parce qu'elle est dans tous les articles que j'ai lus et qui revendiquent Proust comme juif dans les années 20. Le rôle de l'atavisme. C'est cette endurance de Swann et cette solidarité de Swann. Mais n'oublions pas que dans la généalogie de Swann qui est présentée au début de la recherche du temps perdu, il n'est pas acquis que Swann soit juif. Non, mais puisque ça évolue. Ces deux grands-mères ne le sont pas, selon la généalogie un peu confuse qu'on trouve dans la recherche du temps perdu. Mais son personnage évolue. Mais le personnage revient à sa judéité à la fin de sa vie à cause de l'affaire Dreyfus et de la maladie. Oui, mais alors ce qui est fascinant, c'est que ceux qui veulent absolument qu'il y ait une influence juive maternelle chez Proust sur sa conception de la recherche, il cite donc ce qu'on vient de dire sur Swann, mais il cite également le rôle de l'atavisme, il cite la soi-disant structure talmudique tarabiscotée de la recherche, mais même aussi la connaissance qu'aurait eue Proust du Zohar et de la Kabbale, ce qui est totalement, c'est plus qu'hypothétique. Oui, alors il y a en effet certaines personnes qui prétendent que Proust avait lu le Zohar. On n'en a aucune preuve. On n'a pas les livres de Proust, comme on le disait tout à l'heure, mais en privé. Proust emploie à une occasion le mot Zohar dans un cahier, mais ça ne justifie nullement de considérer qu'il y ait eu quelque influence que ce soit du Zohar et de la Kabbale. Le seul petit lien qu'on pourrait faire, c'est à travers le philosophe Adolphe Frank, qu'il a pu fréquenter dans des salons, et qui a écrit un livre sur la Kabbale, un des premiers en français, qui a été réédité dans les années 1890. Il n'est pas impossible que Proust ait connu ce livre-là. Ça, c'est pour la Kabbale. Pour ce qui est du sionisme, il était évidemment très éloigné de tout cela. Il y a une phrase très intéressante dans Sodome et Gomorrhe 1, justement, où il dit si on crée une patrie pour les homosexuels, tout le monde n'irait pas, exactement que c'est comme si on reconstituait, qu'est-ce qu'il y a le mot employé, Sion ou Israël, tous les juifs n'iraient pas. Oui. Ce qui est vérifié d'ailleurs. Donc il est pas sioniste, mais il décrit. Selon moi, c'est un homme qui décrit, c'est pas un homme qui prend position en militant. Il l'a fait à 3 reprises, on en a parlé tout à l'heure. Oui, donc c'est vrai. Mais il faut vraiment qu'on l'excite pour qu'il sorte de sa retraite. C'est un homme qui décrit, mais je qualifiais La race des tentes de dissertation parce qu'il a une théorie. Il a une théorie qui est même avant l'écriture du roman et qu'il veut faire passer dans le roman. Il veut trouver le cadre pour soutenir cette thèse-là. Cette thèse de la race maudite. C'est drôle parce que quand vous dites ça, à propos de ça, ça fait penser au Victor Hugo de Notre-Dame de Paris, qui tout d'un coup met un chapitre « Ceci tuera cela ». On a l'impression qu'il l'a écrit aussi à Balzac, d'ailleurs. Balzac aussi. Oui. Proust a quelques dissertations, quelques théories avant l'écriture de son roman, et pendant très longtemps, il cherchera où les placer. Quelle sera la meilleure situation pour la race des tentes ou pour l'adoration perpétuelle, qui est l'autre grand moment théorique qui dans le temps retrouvé. Il fallait trouver le cadre romanesque, et en général, il a trouvé très tard ces moments. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans votre livre, Antoine Compagnon, vous apportez des choses sur la réception dans la presse sioniste française, donc du début du siècle, à la recherche du temps perdu, qui est une recherche très approfondie et qui, je ne pense pas qu'elle ait été tentée auparavant. Je ne crois pas. Pas à ce point, en tout cas. Non, elle n'avait pas été tentée. Moi, j'avais cette curiosité. Bon, c'était un petit peu le point de départ, je le dis, c'était pour m'élever contre cette lecture qui est devenue assez courante aujourd'hui, de voir soit de l'antisémitisme, soit de la honte de soi dans la description des personnages juifs de la recherche. Je n'avais jamais cru à cette idée, et pour démontrer que c'était faux, je me suis demandé comment les jeunes juifs lisaient Proust dans les années 20.
Et à ma grande surprise, j'ai constaté qu'ils étaient enthousiastes de Proust, que plus ils étaient sionistes, plus ils étaient enthousiastes de Proust. Et que Proust faisait pour eux partie de ce qu'ils appelaient la renaissance littéraire juive. Alors, peut-être que c'est excessif, mais en tout cas, lorsqu'on consulte la revue juive qui a été dirigée par Albert Cohen et qui a été financée par l'organisation sioniste en 1925, qui est une très belle revue qui a été publiée chez Gallimard pendant 1 an, eh bien, il y est partout question de Proust, et tous ces jeunes gens adorent Proust. Quelques années auparavant, ils adoraient Barrès et Péguy. Mais pourtant, il aurait pu figurer l'archétype de l'Israélite totalement assimilé. Oui, mais il trouvait chez lui, justement, c'est ce qu'André Spire trouve dans la description des milieux juifs dans la recherche du temps perdu, il trouve une critique de l'assimilation. C'est ça qui les intéresse. Lorsqu'il voit le personnage de Bloch qui cherche à s'assimiler et qui, d'une certaine manière, se ridiculise en se faisant appeler Jacques Durosier, il trouve chez Proust une critique de l'assimilation qu'ils pratiquent eux-mêmes. C'est ça qui intéresse. Parce que André Spire n'aime pas Proust. André Spire est philanthrope et socialiste. Il considère que Proust est un bourgeois conservateur. Et c'est ce qu'il dit. Et pourtant, il écrit une nécrologie où il sauve Proust. S'il sauve Proust, c'est parce qu'il considère que cette description des Israélites français peut être utile dans un certain discours sioniste des années 20. Mais c'est un moment très court. Hein, on ne peut pas se cacher ça. Dès la fin des années 20, eh bien, le sionisme en France n'a plus beaucoup d'avenir. Et dans les années 30, on commencera à repérer justement des traits qu'on qualifiera de honte de soi ou d'antisémite dans la recherche du temps perdu. Il faudrait tout de même parler aussi d'un trait qu'on a beaucoup prêté à Proust, pas seulement la honte juive de soi ou la haine juive de soi, mais surtout l'antisémitisme ou l'antijudaïsme. Encore un lieu commun, Jean-Yves Tadier. Oui, alors je ne crois pas du tout que Proust ait été antisémite, je le dis tout de suite. Il y a un phénomène, en revanche, qui est une sorte de presque un phénomène social à l'intérieur de la société juive, c'est bien caractérisé aussi par les histoires juives, dont Proust d'ailleurs ne raconte aucune, il faut le préciser, c'est l'autodénigrement. Le personnage du grand-père, par exemple, est typique de cela. Donc, il y a ce mépris aussi de la haute société juive. Bon, Madame René Mayer me disait, dont la famille était amie des Proust, mes parents disaient, n'allons pas sur cette plage, il y a trop de juifs. Il y a certainement, dans une certaine hostilité à l'égard du comportement de Bloch, de ses parents et d'Anissim Bernard, quelque chose qui peut s'interpréter en songeant, par exemple, à certains mépris de juifs arrivés au Moyen-Âge, les plus français que tous les Français, comme les Crémieux, à l'égard d'Ashkenaz, qui à l'époque, contrairement à maintenant, était considéré comme vulgaire. C'est cette vulgarité de nouveaux riches qui est illustrée dans le texte, ajoutée à un autre phénomène qu'on pourrait approcher de Molière. Proust, peintre des groupes sociaux, dénigre tous les groupes sociaux. Les diplomates, les médecins, les écrivains, les femmes, personne. Et Reynaldo Hahn, dans son journal inédit, qui va paraître en novembre, dit à un moment, ce qui est terrible avec Proust, c'est que sous sa gentillesse extrême apparente, il dénigre tout. Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'antisémitisme dans la recherche du temps perdu. Je crois que tout ce qu'il dit des Juifs, c'est ce que des Juifs eux-mêmes disent des Juifs, et c'est ce qu'il a entendu dire
dans la communauté juive parisienne de son adolescence. C'est ce qu'il a entendu dire chez ses grands-parents, se moquer d'un certain nombre de traits qui peuvent être l'avarice, qui peuvent être l'arrivisme, qui peuvent être le snobisme. Pour la recherche, vous avez raison, et puis ce sont des personnages qui s'expriment, ce n'est pas le narrateur. Mais dans Les plaisirs et les jours, vous citez un passage... Mais oui, mais le passage, Proust dit bien qu'il est en train de faire un pastiche dans ce passage une des caricature. Plaisirs et les jours. C'est une caricature, il le sait. Et il peut le faire parce qu'il l'a entendu, dans le milieu qu'il fréquente et qui est le milieu des Israélites français, qui sont certainement très arrogants à l'égard, ceux qui sont installés comme sa famille depuis un siècle, qui sont certainement très arrogants à l'égard de nouveaux arrivants. Et les nouveaux arrivants eux-mêmes, une fois intégrés et assimilés, le seront à l'égard... Avec la même ironie, oui, qui n'exclut pas la solidarité. On n'est pas loin de Groucho Marx et de Woody Allen, en fait. Oui. Oui, j'aimerais pas appartenir à un club qui m'accepterait pour membre. Ce que je peux dire, c'est que je ne me serais jamais intéressé aux questions auxquelles je m'intéresse dans ce livre si je n'avais pas vécu très longtemps à New York. Ah oui. C'est tout de même de cela et de cette lecture que je m'inspire par un certain nombre d'amis juifs new-yorkais et de voir comment ils lisent Proust. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous paraissent énigmatiques? Oui. Mais ce qui est pour moi véritablement énigmatique, c'est la littérature elle-même. J'ai toujours dans l'oreille quelque chose que m'avait dit un ami de Proust, Louis Gauthier Vignal, qui n'était pas juif mais qui était homosexuel, qui m'avait dit, moi monsieur, j'ai vu les mêmes tableaux que Marcel Proust, j'ai entendu les mêmes morceaux de musique, j'ai connu les mêmes personnes du même monde, ou les mêmes mondes, j'ai écrit 40 volumes, mais voilà, moi, monsieur, je n'ai pas de génie. Et cette transmutation de réalité que beaucoup de gens ont vécue, c'est pas le seul homme qui est une mère juive, c'est pas le seul homosexuel, c'est pas le seul malade. Et tout à coup, comment expliquer que quelqu'un ait eu en lui, péniblement d'ailleurs, c'était pas dès le début, c'était un écrivain très tardif finalement, il écrit tôt mais il trouve son génie tard. Comment se fait-il qu'on puisse aboutir à des phrases extraordinaires comme là où la vie en mure, l'intelligence perce une issue, par exemple, ou à des scènes grandioses comme la mort de Bergotte ou tant d'autres. Pour moi, c'est ça le vrai mystère que j'avais cherché à étudier des bons livres, Proust et le roman. Je me suis dit, c'est ça l'essentiel, c'est le passage dans les phrases d'une réalité que beaucoup de gens ont vécue, mais que lui seul a pu nous faire goûter, aimer et comprendre à ce point. On peut le dire de beaucoup de grands écrivains. Oui, bien sûr. On bute tout à coup, on explique tout, mais pour moi le vrai mystère, c'est tout de même le style. C'est le moment que Roland Barthes appelait celui du ça prend, le moment où le roman prend. C'est ça qui est très mystérieux chez Proust, puisque vous commenciez à nous interroger sur 1910-1920. En 1910, Proust n'est rien. En 1920, j'ai envie de dire, tout le monde a reconnu que c'est le plus grand écrivain vivant. Y compris à l'étranger. Y compris à l'étranger. En 1900, il se met à écrire en 1907-1908, mais dès que la recherche du temps, dès que du côté de chez Swann est publié en 1913, de nombreux lecteurs se rendent compte que c'est le livre important que l'on attendait depuis au moins une ou deux générations. Oui, mais si je me souviens bien de votre séminaire au Collège de France, consacré à Proust essayiste, justement, vous vous interrogez sur le mystère qui fait que Proust passe de essayiste à romancier. Oui. Avec la même matière. Avec la même matière. Et je disais encore tout à l'heure que dans la recherche du temps perdu, il y a quelques dissertations. La Madeleine, c'est une dissertation. Mais il y a chez Proust, assurément, une pulsion d'essayiste. C'est un penseur. Il y a un penseur en Proust. Quand il se demande dans son carnet 1, au début du carnet 1,
il dit qu'il a une idée, mais est-ce qu'il peut en faire un roman? C'est ça, au fond, le mystère. C'est comment avoir fait un roman de ces quelques idées qu'il avait en 1908 dans le Carnéen. Alors, il y a aussi, tout de même, 500 personnages. Si on compte les personnages apparaissant vraiment, et il y en a plus si on procède par allusion aussi. Donc, c'est tout de même quelqu'un qui est capable, non pas simplement d'être l'explorateur de l'intériorité ou un homme d'idées, et qui est capable de créer 500 personnages, dont certains ont un relief, une profondeur tout à fait remarquable. 500 en 12 récits, en 3000 pages. Oui, exactement, 3000 pages. L'un des mystères de Proust, pour moi, c'est sa mémoire. Oui. Cette mémoire qu'il a pendant ces années qui sont finalement pas si longues que ça, entre 1907 et 1922, pendant qu'il travaille, il a une mémoire extravagante, ne serait-ce que de la page de tel ou tel cahier où tel morceau est écrit qu'il va chercher pour le placer au bon endroit. Bien sûr. Eh bien, merci messieurs. Je renvoie donc à vos livres, Jean-Yves Tadier, Proust et la société, qui est paru chez Gallimard, et Proust du côté juif d'Antoine Compagnon, qui paraît ces jours-ci chez Gallimard.